Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus à cet atelier malgré la concurrence déloyale de Jean-Luc Mélenchon, qui en plus prend une partie de notre propos, puisqu'on va quand même parler aussi de créolisation. Mais bon, écoutez, on va faire avec, et c'est la richesse des amphis. Donc, je suis ravie de présenter aussi encore cette année cet atelier avec Iman, à l'initiative de l'Institut La Boétie. Donc, je suis Danielle Obono, députée de Paris du groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire. Et je suis également membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, la commission des lois constitutionnelles de l'administration générale de l'État, qui a dans son périmètre un certain nombre de sujets qui concerne précisément celui que nous allons aborder aujourd'hui, puisque nous sommes notamment sur des questions de droits et de libertés fondamentales, et donc d'égalité, les questions de justice, de police, etc. Et c'est notamment dans ce cadre-là que j'ai travaillé avec mes collègues sur le sujet du racisme et de la lutte contre le racisme, et que nous avons porté nos propositions. Nous allons en discuter tout au long de l'atelier. Je suis également militante des mouvements antiracistes depuis de très nombreuses années, et c'est à ce titre que nous avons travaillé donc avec Iman, qui se présentera tout à l'heure, avec l'équipe thématique antiracisme, pour préparer cet atelier, qui est aussi une base de la formation renforcée que nous donnons dans le cadre du cursus et des promotions de l'Institut La Boétie, et qui a vocation à être aussi la maquette pour l'auto-formation des groupes d'action du mouvement, afin que tout cela se diffuse, forme et conduise aussi à l'implication du plus grand nombre dans ces luttes. Alors, on va animer cet atelier, Iman et moi. Donc Iman, qui est la co-animatrice du livret antiracisme. Et donc, on a préparé une présentation en plusieurs points. On va revenir sur les termes. Pourquoi est-ce qu'on a proposé ces termes-là, en particulier comme point d'entrée de l'analyse sur la question de la lutte antiraciste, puisque c'est pour nous des discussions d'analyse théorique, de revenir sur pourquoi et comment ça fonctionne pour pouvoir agir et construire nos luttes. Donc je vais commencer par vous parler de la construction sociale qu'est la race en sciences sociales, et pourquoi ce concept a un intérêt scientifique d'analyse pour notre objectif. Iman parlera de ce qu'on appelle du coup le racisme, le système autour desquels se constitue du coup le processus de racialisation. On va revenir sur une approche aussi d'où ça vient, comment ça s'est développé, les différents courants d'analyse historique du phénomène. Enfin, de revenir à aujourd'hui, quel est l'état aujourd'hui, et pourquoi on parle d'une société contemporaine où le racisme continue à perdurer. Et nous parlons à la fois de l'antiracisme et des propositions de la France Insoumise. Pour commencer, je vais vous proposer une petite introduction musicale. Alors... Ok, c'est parti. Petit rhume. Ça a le temps aujourd'hui, hein. Ah, c'est pas comme la semaine dernière. Ça, c'est sûr. Tiens, j'ai une histoire marrante pour vous. Alors, c'est un Chinois, un Noir et un Arabe qui montent dans un taxi. Claque la portière, rebranche le compteur. Joe le taxi, je suis chauffeur-conducteur. De père en fils, petit-fils de garagiste. Transporte simple ouvrier jusqu'au grand dentiste. Président du syndicat de taxi. Taxi d'or, 14 années consécutives. J'ai le métier dans le sang, de l'essence dans le sang. Au volant de mon bolide qui ne consomme qu'un litre au 100. Kilométrique sera ton gagne-pain. Et méfie-toi du banc
appel national doit conduire moi à l'ambassade. J'ai une voix d'asiatique avec un citron pour façade. Je peux plus les sentir depuis quelques temps, depuis qu'ils foutent du clébard dans leur rouleau de printemps. Balance leurs femelles fœtus dans les caniveaux. À quel niveau sont-ils les descendants de Confucius? Leur communauté rachète tous les bars tabac à Paris. Devrait bien les dresser comme bar tabac. Fin de la course, le noir chi règle le bac chiche. Sort de la caisse sans laisser de bourliche. Dromadaire, couscous, tuk-tuk et pouce-pouce. Taxi et le coup de pouce, traversant tout shoes. Paris, Dakar, Alger, Tokyo. Taxi pollueur, pas de protocole de Kyoto. Dromadaire, couscous, tuk-tuk et pouce-pouce. Taxi et le coup de pouce, traversant tout shoes. Pékin, Rabat, Londres et Bamako. Joe, le taxi, je suis driver de taxi. Lorsque l'Asie s'en va, c'est l'Afrique qui s'installe. Pas de famille nombreuse, mais famille indénombrable africaine. Maman d'ébène et colonie de bêtes. De la boue sur leurs claquettes, viennent cradosser ma banquette. Mais d'où vient cette odeur nauséabonde? Et ça ne m'étonnerait pas que le sapin se mette à fondre. Une famille par mois pour remplir mes quotas. Et je me retrouve avec le parfum de la zone à Cotra. Parasite, les Africains, pas que je sois raciste, mais les Allocs et les Aztèques, c'est par les frontières qu'elles transitent. Paye en monnaie européenne. Maman de Dakar me donne une bouteille d'eau, me dit tiens c'est pour le boire. Je désaffectais la banquette arrière lorsque côté passager s'installe une barbe qui touche les terres. Moitié crouille, moitié noir, moitié chinois. À croire qu'aucun Irakien n'a de jolis minois. À croire qu'aucun Irakien n'a de miroir. C'est à croire qu'il se taille la moustache dans le noir. Égorgeur de vin en tracteur de courrier. Expert dans les vols à l'étalage et dans les longs courriers. Hey boy, n'essaie pas de sympathiser. J'ai vu ton jeu, tu veux faire de mon taco un taxi bélier. Sors de ma caisse, je n'emmène pas les bourreaux au boulot qui font péter leurs bonbons hors du bureau. Dromadaire, couscous, tuk-tuk et pouce-pouce. Taxi et le coup de pouce, traversant tout shoes. Paris, Dakar, Alger, Tokyo. Taxi pollueur, pas de protocole de Kyoto. Dromadaire, couscous, tuk-tuk et pouce-pouce. Taxi et le coup de pouce, traversant tout shoes. Pékin, Rabat, Londres et Bamako. Joe, le taxi, je suis driver de taco. Accoudé au comptoir du bon Saint-Bernard, Joe ouvre sa gazette, son journal, son fichu canard. En gros titre, histoire du taxi français par Jérémy, journaliste diplômé. Selon ses dires, la profession viendrait d'Asie où tuk-tuk et pouce-pouce accouchèrent d'un taxi. La plupart des composants sont made in Taïwan. En Chine, on dit que leurs chauffeurs n'ont plus d'âme. Le cuir des sièges importation africaine est amené par les pieds d'une tribu mauritanienne. Tableau de bord en ronce de noyer en provenance tout droit de l'équatorienne forêt. Le carburant qui fait fonctionner son moteur est extirpé dans les profondeurs du Qatar. Tout ce qui possède des roues et un moteur à gazole devrait bientôt embrasser les fesses des rois du pétrole. Irakiens, saoudiens et autres nantis. Sans eux c'est le cimetière des taxis. L'enfer des drivers sans Vanessa Paradis. Car au final son taco n'a de Frenchie que l'antipathie. Dromadaire, couscous, tuk-tuk et pouce-pouce. Taxi et le coup de pouce, traversant tout shoes. Paris, Dakar, Alger, Tokyo. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont la référence. Medine, bien. De Don't Panic Tape, Joe le taxi. Alors, j'aime bien cet extrait parce que je trouve que ça illustre plein de choses. Et surtout, ça illustre un ensemble de préjugés racistes et tout voilà l'enchaînement que ça a. Je trouve que ça illustre aussi le système global parce que c'est plusieurs catégories et même la fin il y a un petit air de créolisation je trouve intéressante pour faire écho à la conférence qui est en même temps, mais donc il y aurait plein de choses à dire. Je pense que ce sont des genres de textes qui peuvent être des supports de discussion sur plein de sujets et qui ont vraiment une valeur en plus de musicale et de l'écriture du texte, je pense pédagogique intéressante. Mais ce que je voudrais pointer en faisant écouter cet extrait, c'est que ce que décrit ce texte et cette chanson, c'est la manière dont on conçoit de manière générale, tous et toutes, en fait, le racisme. C'est-à-dire l'expression de cet ensemble de préjugés, stigmatisants envers différentes catégories de la population. Et pour la majorité des gens, et pour nous tous, c'est le racisme. C'est ça le racisme, en fait. Ce que je voudrais
Ce sur quoi je voudrais appuyer pour commencer du coup cette présentation, c'est d'expliquer que c'est effectivement une expression du racisme, la manifestation de ces préjugés, le fait de là on partage les pensées de ce personnage Joe le taxi. Ce racisme il peut s'exprimer par des paroles et on a dans le texte justement l'expression de propos racistes à l'encontre d'un des passagers, et donc c'est pas juste une pensée raciste, c'est des actes du coup, et qui peuvent tomber sous le coup de la loi, les actes et les propos tenus. Mais d'une certaine manière, même si c'est, on va dire, la forme la plus spectaculaire, qui peut aller y compris jusqu'à des crimes et le meurtre, on le verra aussi. Mais d'une certaine manière, ça, c'est, on va dire, la face émergée de l'iceberg. C'est la manifestation visible, explicite du racisme. Et nous, l'approche que l'on a et qu'ont justement un certain nombre de chercheurs de cette école critique de la race comme catégorie sociale et en fait de courants même plus larges que ça, on va dire, qui ont une approche matérialiste des phénomènes sociaux, c'est d'expliquer que les manifestations explicites sont l'expression de quelque chose de plus profond, de plus structurel, en fait, qui ne relève pas simplement de l'ignorance, parce qu'il y a énormément d'ignorance, et la chanson le montre bien, justement, à la fin, de manière assez ironique, de la bêtise, et y compris, c'est pour ça que la lutte contre le racisme ne peut pas être juste une question, certainement pas juste morale. Il y a une morale, bien sûr, et ça, c'est quelque chose d'important, ou simplement de l'éducation, en disant, en gros, il faut éduquer les gens, leur apprendre justement ce qu'explique la chanson, en disant, en fait, tout ce qui est stigmatisé dans cette... par ce chauffeur de taxi, en fait, lui donne les moyens de sa propre existence, en fait, d'une certaine manière. Donc, il ne s'agit pas juste d'expliquer aux gens. Parce que ce qu'est le racisme comme système, c'est quelque chose, justement, de construit, de social, d'économique, de matériel, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que malgré ce qu'on peut penser en se disant, au fur et à mesure des générations, en fait, voilà, c'est les anciennes générations qui sont racistes, et plus les jeunes, les gens sont éduqués, et le racisme va disparaître, d'une certaine manière. C'est un peu cette idée-là qui est prédominante. En fait, ça ne suffit pas. C'est bien évidemment nécessaire, et dans nos propositions, on a cette dimension d'enseignement, de formation, de pédagogie. Mais ça ne suffit pas si on ne s'attaque pas à la racine et à ce qui fait en fait la production et la reproduction jusqu'à aujourd'hui du racisme. Et c'est là où arrive précisément le concept de la race. Ce concept, il est développé par tout un courant de chercheurs. Là, je m'appuie énormément sur notamment les travaux et l'ouvrage très synthétique, je vous conseille, de Sarah Mazouz, qui résume très bien ce qu'est le concept de la race et pourquoi est-ce que c'est une catégorie de recherche scientifique. Et donc les travaux de ce courant de recherche qui, je trouve, est très bien expliqué par la formule de la sociologue Colette Guillemin, qui dit « La race n'existe pas, mais elle est partout, mais elle tue ». Et donc, c'est autour de cette contradiction qui donc affirme très clairement que la race, comme biologisation des différences ou division du genre humain en hiérarchie, en groupe, en fonction des caractéristiques dites raciales, n'existe pas. Enfin, voilà, c'est pas une réalité biologique ni anthropologique. Donc, mais c'est parce que c'est une construction socio-historique qu'elle continue à avoir des conséquences actuelles et continue à se perpétuer. Et c'est donc ce concept qui va être du coup utilisé dans les courants d'analyse critique. Donc c'est une école critique de la race, comme il y a une école critique du genre, par exemple, une autre catégorie sociologique qui vise à expliquer du coup d'où ça vient, parce que l'apport de ce courant, c'est aussi de montrer que ça a un début,
ça a un développement, ça a des dynamiques, et donc ça peut avoir une fin. Donc c'est pas quelque chose dans la nature humaine en soi, et qui a toujours existé, qui existe toujours. Et je pense que ça aussi c'est un élément important. Et donc de pouvoir analyser les origines et le fonctionnement, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter dans cet atelier. Donc, ces chercheurs expliquent que la race n'existe pas au sens où l'idéologie raciste et les racistes lui confèrent. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de biologisation déterministe des différences phénotypiques, de couleur de peau, mais au-delà de ce genre de différences biologiques, culturelles ou autres. Ce qui existe par contre, c'est un rapport social de domination, de hiérarchisation, et c'est ce rapport social qui est expliqué. Elle explique que c'est un rapport de pouvoir qui structure selon des modalités diverses, en fonction des contextes et des époques, la place sociale qui va être assignée à tel ou tel autre groupe, au nom de ce qui est présenté comme une altérité originelle, immémoriale, inchangeable, qu'elle soit géographique, culturelle, religieuse, phénotypique, etc. Et donc, en sciences sociales, et l'intérêt de ce courant d'études, c'est d'utiliser cette notion, c'est pour désigner ce rapport hiérarchique, au même titre que la classe ou le genre. C'est un rapport de domination. Et d'essayer de comprendre comment ce phénomène fonctionne comme réalité sociale, comme fait historique, comme trajectoire, et du coup, de savoir comment changer. Pour nous, qui sommes matérialistes, qui sommes de cette tradition j'ose dire marxiste, l'objectif de tous ces débats, c'est de savoir comment on intervient et comment comprendre le monde pour pouvoir le changer. Donc, c'est ça l'objectif. Et donc, dans cette catégorie sociale, elle fonctionne par un processus de racialisation ou de racisation. Ce sont les termes employés par les chercheurs pour nommer justement les pratiques de pouvoir qui sont socialement construites, processuelles et par conséquent, justement, relatives à un contexte historique, politique et sociale. Elles en explicitent le sens politique, historique, social en les rapportant au mode de production des hiérarchies raciales. Et donc, c'est l'usage qui est fait et qui est un apport, je pense, théorique. Déjà, je le dis tout de suite, ce courant de recherche fait l'objet de débats. Ce n'est de toute évidence pas la perception et on va dire une idée qui est ultra majoritaire dans le champ scientifique, mais qui est appuyée de dizaines d'années et de décennies de recherche. En France, c'est un courant qui se développe, mais au niveau international, et c'est un des sujets qu'on pourra aborder aussi, parce que c'est des études qui ont des décennies de recherche, et y compris de débats scientifiques, donc qui sont légitimes au sens où qu'elles apportent des éléments d'analyse circonstanciés. Et qui, du coup, permettent de mettre en lumière justement le système que construit ce rapport de domination, le système raciste que Iman va maintenant vous présenter. Alors, oui. Donc, Daniel a bien montré en quoi la race, c'était un rapport de pouvoir qui structurait un petit peu les rapports sociaux entre les individus dans une société donnée. Et on peut également montrer en quoi le racisme est un système de domination, qui est un processus humain, qui est une création humaine et qui de ce fait n'est pas du tout inhérent à la nature humaine et qui donc peut être déconstruit, peut être compris, et on peut l'analyser selon une approche matérialiste en parlant de mécanique raciste. Alors là, on a emprunté à Thévagnon ce principe de mécanique raciste. Pourquoi parler de mécanique ? C'est justement pour insister sur l'artificialité de la chose, pour montrer à quel point elle n'est pas naturelle. Alors, comment s'opère le racisme en France ou ailleurs en fait ? Alors, tout d'abord, il y a la focalisation sur un critère arbitrairement choisi. Ça peut être la couleur de peau, ça peut être la religion, la culture, etc. On va se focaliser dessus. Et cette différence-là,
ce qui va être perçu comme une différence par rapport à une normalité établie, donc en l'occurrence la blancheur, va devenir un stigmate. Elle va être porteuse de caractéristiques péjoratives. Et on va réduire l'individu qui est porteur de ce stigmate uniquement à ces différences-là. C'est-à-dire que quiconque qui serait, entre autres choses, noir, qui serait par exemple ouvrier dans je ne sais quel domaine, qui serait un homme, par exemple homosexuel ou quoi, eh bien, il deviendra surtout un noir. Il y aura un arabe. On va en fait réduire toute sa personne et les différentes choses qui le composent en tant que personne uniquement à sa caractéristique raciale. Et puis, on va avoir également l'écrasement de toutes les différences de classe sociale ou de personnalité entre les personnes porteuses de ce même stigmate. C'est-à-dire qu'on va dire que les Noirs sont tous les mêmes, les Arabes sont tous les mêmes, etc. Et ça, c'est dans une visée d'essentialisation. Et puis, finalement, en faisant tout ce travail-là, on peut ensuite légitimer une inégalité de traitement. C'est-à-dire que, étant donné que ces personnes-là, qu'on a considérées comme étant pouvant être uniquement qualifiées vis-à-vis de ces différences-là, et que ces différences-là est porteuse de caractéristiques négatives, on peut tout à fait considérer que si elles subissent une inégalité de traitement, c'est de leur faute. C'est-à-dire qu'on va dire qu'elles méritent leur sort, que c'est normal qu'elles soient exclues, que c'est normal qu'ils subissent plus de contrôle d'identité étant donné qu'ils sont plus des délinquants, etc., etc. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas vraiment la différence qui va produire le racisme et le structurer, mais c'est comment elle va être resignifiée en fait. C'est ce que Colette Guillaumin justement appelait l'univers imaginaire raciste. Ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le taux de mélanine dans le corps ou bien la religion qui véritablement crée le racisme. Ça va plutôt être tout ce qu'on va attribuer à cette couleur de peau particulière ou à cette religion particulière. C'est tout cet imaginaire-là qu'on va construire autour en tant que société, dont nous sommes toutes et tous porteuses et porteurs, et qu'il nous faut nous-mêmes nous déconstruire dessus. Et c'est ça qui va faire que des personnes vont subir un système d'exploitation, de domination tout à fait systémique. Et par ailleurs, contrairement à ce qui est souvent dit, le racisme, ce n'est pas la peur de l'inconnu, c'est plutôt le bien connu. C'est-à-dire que l'énoncé raciste fondamental, c'est d'ailleurs « je les connais ». Je les connais, je sais que c'est des voleurs, je sais que c'est des gens qui sont mauvais, qui sont dangereux, etc. C'est pas en fait la peur d'un inconnu qui nous serait éloigné, qui nous serait étranger, que ce serait dans la nature humaine, absolument pas. C'est justement parce qu'on pense connaître les personnes en fonction de catégories sociales hiérarchisées qui sont encore une fois construites par l'homme. Et donc, au final, la race et le racisme arrivent toujours a posteriori pour légitimer et justifier un système d'oppression et d'exploitation. C'est à chaque fois quelque chose, ce n'est pas parce que les sociétés sont racistes ou que des personnes croient au racisme qu'il va y avoir qu'il va y avoir exploitation et domination. C'est bien parce qu'il y a exploitation et domination qu'on a créé ensuite le système de la race pour pouvoir la justifier et la légitimer tout en parlant d'égalité ou que sais-je. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est important peut-être à noter dans des définitions un petit peu de la race, du racisme, de la racialisation, c'est peut-être un terme qui est un peu méconnu, ou peut-être trop connu et mal connu, c'est l'intersectionnalité. Parce que c'est utilisé un petit peu comme un mot épouvantail ou bien un mot fourre-tout. Alors l'intersectionnalité, tout d'abord, c'est un terme qui a été forgé par une juriste américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et en fait, ça permet simplement de penser les effets de domination, de subordination et d'exploitation liés à l'intrication de facteurs comme la race, le genre, l'âge, la catégorie sociale, la situation géographique, etc. Et là, ce qui est important à comprendre, c'est ce terme-là d'intrication et non pas de superposition. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est, on va dire, une femme racisée qu'on subit et le sexisme tel que le subirait une femme blanche et le racisme tel que le subirait un homme racisé. En fait, ça va créer une nouvelle configuration de domination et d'exploitation qui est
particulières. Il va y avoir des choses qui sont communes à toutes les personnes racisées, à toutes les personnes, par exemple, à toutes les femmes ou autres, mais ça va créer également un système de domination qui est tout particulier et qu'il faut comprendre et qu'il faut analyser, parce que sans quoi on ne peut pas véritablement s'armer idéologiquement contre le racisme et pouvoir lutter contre. Et pour prendre un exemple très particulier, on peut prendre le cas des femmes immigrées. Parce que, en fait, plus de 50% de la population qui migre dans le monde est composée de femmes et non pas d'hommes, tout d'abord. Contrairement à l'imaginaire qui nous voudrait nous faire croire que c'est une masse d'hommes dangereux qui arrivent. Alors, plus de 50%, c'est des femmes. Déjà. Et il y a beaucoup de femmes immigrées qui arrivent en France et celles-ci, du fait d'être des femmes, du fait d'être généralement racisées, du fait d'être dans des parcours de migration, du fait d'être généralement dans des situations de précarité assez difficiles, sont aux confluences de différents types de discrimination. Et ce qu'elles subissent est quelque chose qui les place dans une grande position de vulnérabilité. Par exemple, elles sont 2 fois plus atteintes de VIH que leurs homologues masculins. Et parmi celles qui sont suivies en psychothérapie à la COMED, donc la COMED qui accompagne parfois les migrants, 74% d'entre elles déclarent avoir subi des violences sexuelles, que ce soit dans leur pays d'arrivée, dans leur parcours ou bien à leur arrivée en France, dans leur pays d'origine, dans leur parcours migratoire ou à leur arrivée en France. Et on pourrait également citer l'exemple du racisme environnemental, comme pour le chlordécone par exemple, comme pour les gens du voyage également, qui vont être cantonnés, qui ne vont pas avoir d'aire d'accueil alors que c'est en fait la loi, qui vont devoir vivre sans avoir accès donc à de l'eau, de l'électricité, tous les besoins fondamentaux, la scolarisation également pour les enfants. Et donc là, on est dans quelque chose où le racisme va s'intriquer à une discrimination environnementale, ce qui va provoquer une configuration de domination tout à fait particulière. Et donc, tout à l'heure, Daniel disait bien que la race est un fait historique qui a une origine, qui a eu des développements en fonction de contextes sociopolitiques et économiques particuliers, qui s'est développé et encore en cours aujourd'hui parce que c'est un fait social dans notre société. Et c'est pour cela, comme c'est un fait historique, et comme il est important de se rappeler que c'est toujours un processus humain qui a été construit, et comme tout processus humain, normalement, il pourrait avoir une fin, et c'est ce pourquoi on se bat. Alors Daniel va vous donner une succincte généalogie de la notion de la race et du racisme. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est donc l'objet s'appuie sur des travaux donc de ces chercheurs sur la catégorie de la race et sur le racisme ce que nous on a construit un peu comme continuité, c'est l'objet de débat, donc c'est pas établi ou accepté par tous les chercheurs, puisque en règle générale quand on parle y compris en termes scolaires ou de formation générale du racisme, on parle et on cite le 19e siècle, c'est-à-dire la période du racisme scientifique où se sont développées des théories d'abord linguistiques et anthropologiques et ethnologiques qui ont établi donc les hiérarchies raciales, etc. Et donc c'est un moment effectivement du processus de racialisation contemporain, mais donc plusieurs chercheurs en fait sont allés plus loin et ont remis en cause l'idée que en fait la race et le racisme en fait sont le produit du 19e siècle et se développent, et ces catégories-là et ces termes-là se développent à partir du 19e siècle et en fait sont remontés. Je vais aborder le tournant atlantique du 16e, 18e siècle qui est un moment particulier. Et donc ça, c'est une première série de recherches et de chercheurs, et c'est assez, pour le coup, dans le champ établi le rôle particulier de ce moment-là et notamment de la traite esclavagiste dans ce moment-là. Et un certain nombre. Donc là, je m'appuie sur les travaux d'un chercheur, Reza Zia Ibrahimi, et donc d'autres références, mais c'est lui qui, dernièrement, donc dans un ouvrage intitulé « Antisémitisme et
et islamophobie, une histoire croisée, qui est sortie dernièrement et qui est un bon résumé, là aussi, des travaux sur la race et sur l'origine. Ante 18e siècle, c'est-à-dire même avant que justement les chercheurs autour de la question de l'esclavage situent le développement de la catégorie de la race et du développement du racisme. En fait, ces chercheurs trouvent des prémices de l'émergence de cette catégorie-là dans le 15e siècle, en fait, et à l'issue du processus de la reconquête ibérique. Donc, pour faire très vite, et les historiens ici compléteront, donc c'est entre le 7e siècle et du coup le 15e siècle, il y a l'avancée arabe dans le territoire qu'on appelle Europe aujourd'hui, et bon, donc jusqu'une bonne partie de la péninsule ibérique, et donc c'est la période de Al-Andalus et donc du royaume musulman sur ce territoire. Et donc tout au long de cette période, il y a dans les royautés ibériques espagnoles et portugaises, même si c'était pas leur dénomination nationale en tant que telle, des processus donc de reconquête de ce territoire qui s'achève du coup au XVe siècle. Et en fait, les chercheurs ont identifié autour du traitement particulier, c'est pour ça que Reza Zia Ibrahimi parle de cette histoire antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, du coup autour de deux catégories de la population sur ce territoire-là, les maranes, c'est-à-dire en fait les descendants de populations juives converties au christianisme, et les morisques, qui sont les descendants de populations musulmanes converties au christianisme, du traitement qui va être fait dans le processus de reconquête et dans le processus de l'inquisition espagnole de ces catégories-là, et le développement justement des prémices de ce concept, du concept racial, avec le concept de limpieza de sangre, la pureté du sang. Et c'est autour de cette idée, en fait, où ceux qui vont être ciblés, c'est l'idée que, en fait, les descendants du coup de ces juifs et de ces musulmans qui se sont convertis ne sont pas des vrais chrétiens. Parce qu'ils ont cette ascendance-là qui les lie à des populations qui avaient une autre religion. Et donc les chercheurs expliquent que l'identification des morisques et des maranes comme communautés ontologiquement distinctes est le premier cas historique de division d'une population sur la base de notions de descendance, le présupposé étant que ces populations héritent des caractéristiques traditionnellement associées avec leurs ancêtres juifs et musulmans, comme si leur conversion n'avait pas eu d'effet. Le sang déterminant la nature de l'individu, il s'agit indubitablement pour ces chercheurs d'un cas de racisme. Et donc, cette notion de limpieza de sangre participe de l'histoire de la racialisation biologique qui vient elle-même s'ajouter aux éléments religieux historiques préexistants, l'anti-judaïsme chrétien qui prédate, et les éléments de concurrence entre la chrétienté et l'islam et toute la période d'opposition des royaumes chrétiens et musulmans, et notamment les fameuses croisades. Comme elle s'applique aux juifs, aux musulmans et à leurs descendants, on peut considérer qu'elle est plus spécifiquement antisémite et islamophobe. Et donc, ces chercheurs expliquent comment on retrouve dans ce cas de figure les deux éléments constitutifs d'un système raciste. Premièrement, les notions de race et de sang servent à rationaliser un ensemble de stéréotypes utilisés pour représenter les juifs et les musulmans comme enclins à l'hérésie, donc la justification de leur différence. Et deuxièmement, elle participe à un système de domination, de discrimination et de ségrégation sociale qui vise à maintenir ces groupes dans un statut subalterne. Dès lors, toutes les conditions sine qua non du racisme sont remplies. Et donc, on a y compris un processus où du coup, ces populations vont être exclues d'un certain nombre de charges, vont devoir porter des vêtements distinctifs jusqu'à l'expulsion physique
de ces populations, des Maranes et des Morisques, une fois la reconquête terminée du territoire. Donc ça, c'est un peu le moment qui est identifié. Alors ça fait débat chez les chercheurs, mais c'est des éléments extrêmement intéressants. Je vous invite à lire cet ouvrage de Reza Zia Ebrahimi et des travaux sur ce sujet. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce qui se joue à ce moment-là se joue à un moment donc au XVe siècle, les années 1400 et la fin des années 1400, et donc au moment où va se jouer le tournant atlantique, et à partir de là la dite conquête des Amériques, et d'une certaine manière pour nous il y a une continuité effectivement dans ce que proposent comme analyse les chercheurs, parce que c'est d'une certaine manière la diffusion de ces catégories et de cette catégorisation des individus qui va se jouer. Donc au tournant du XVIe siècle et du XVIe siècle au XVIIIe siècle, avec la traite esclavagiste atlantique. Puisque l'esclavage est un système qui a existé depuis très longtemps dans l'histoire des sociétés humaines et qui continue par ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, ce qui va se jouer de particulier dans cette période. Et donc là, ce sont les travaux d'Aurélia Michel qui sera présente aux Amphis ce samedi à la conférence qu'on fait sur le sujet et qui explicitera justement qu'elle et d'autres chercheurs sur l'histoire du racisme et de la colonisation, et justement sur ce qu'ils appellent l'approche historique de la race qui détermine son origine et son développement explique. C'est que c'est dans cette période, autour de la traite atlantique et autour de l'usage qui va être fait des populations esclavisées aux Amériques, que va se diffuser et se développer à une échelle de masse le racisme autour des figures de l'esclave et des amalgames qui vont être faits, et où la figure en fait de l'esclave c'est le noir, c'est la figure du noir, du nègre, comme c'est le terme qui est employé, et l'identification qui est faite. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pour nous, y compris qui avons une analyse marxiste et matérialiste, c'est que c'est la concomitance de deux moments fondamentaux dans le développement des sociétés modernes, pas simplement celles des Amériques, mais celles aussi de l'Europe, et en plus des sociétés africaines, parce que la traite va avoir un impact sur le développement ou le non-développement des sociétés africaines pour des décennies, à plusieurs niveaux. Je vous renvoie aux travaux de Rodney sur comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Mais en fait, c'est ce moment-là aussi où le capitalisme et l'émergence du capitalisme va se rencontrer en fait la colonisation des Amériques, et c'est pour ça en fait que ça fait un moment tournant. C'est comme l'analyse à l'époque les penseurs de l'époque, et notamment un penseur estimable qu'est Karl Marx, qui explique comment l'esclavage direct est le pivot de l'industrie bourgeoise, aussi bien que les machines, le crédit, etc. Sans esclavage, vous n'avez pas de coton. Sans le coton, vous n'avez pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné leur valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce de l'univers. C'est le commerce de l'univers qui est la condition de la grande industrie. Ainsi, l'esclavage est une catégorie économique de la plus grande importance. Vous avez dernièrement un ouvrage qui a été recensé dans Mediapart par Romaric Gaudin, aux sources du capitalisme, l'esclavage, et c'est Maxine Berg et Pat Hudson qui ont produit une recherche là-dessus, où ils expliquent, je cite, comment l'esclavage a donné au capitalisme moderne quelques-unes de ses structures fondamentales de production et de consommation, et a promu les inégalités de race, de classe et de lieu qui ont caractérisé la Grande-Bretagne et le reste du monde au cours des 3 derniers siècles. Et donc, voilà comment en fait se joue l'articulation de ces moments historiques
où de ces prémices ibériques au tournant atlantique se développe en fait cette catégorie qui s'inscrit dans le développement même des sociétés modernes, des sociétés capitalistes modernes. Et c'est comme ça que nous on analyse ce système qui se met en place autour de la catégorie raciale et qui va connaître des évolutions après la traite esclavagiste et qui est le produit justement de la nécessité de perpétuer aussi cette traite avec la colonisation du continent et la production et la reproduction dans les sociétés modernes, donc les Amériques, les Caraïbes, l'Afrique colonisée et l'Europe, puisque c'est le lieu de production majeur de cette catégorie qui va ensuite avoir une justification scientifique ou scientiste. La science étant, alors il y a aussi une histoire décoloniale de la science pour montrer comment la science moderne s'est appuyée dans le choix des populations qui vont faire l'objet des tests médicaux ou de tel et tel. C'est aussi appuyé justement sur la race pour se développer littéralement et comment la race a permis de justifier le traitement de ces populations comme de l'expérimentation scientifique. Et donc on arrive d'hier à aujourd'hui à cette persistance et perpétuation et reproduction de la race et du racisme qui est une réalité quotidienne. Et donc on va aborder maintenant qu'est-ce qu'aujourd'hui en France quand on parle d'un racisme systémique et d'un racisme structurel, on veut dire par là, avec un certain nombre de données, de chiffres que va vous présenter Iman. Alors oui, donc la race et le racisme, c'est un fait social qui est encore d'actualité. Et il est encore d'actualité dans ces manifestations, on va dire, idéales, comment les personnes perçoivent d'autres groupes sociaux et comment ils les hiérarchisent, mais également dans, on va dire, ces manifestations factuelles, dans les rapports de pouvoir, dans les rapports interindividuels entre personnes. Quand je parle de manifestations individuelles, on a des chiffres. Par exemple, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits humains, sort chaque année un rapport sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Et dans leur dernier rapport, ils montrent les résultats de leur sondage qui disent que près de 60% de la population française pense que, et je cite, de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale. Et on a 50% presque de la population, 49,3%, qui pensent que, et je cite encore une fois, les Roms vivent essentiellement de vols et de trafic. Et il faut rappeler que l'antitiganisme est quand même la forme de racisme la plus commune, qui est vraiment prépondérante et qui est malheureusement la moins bien combattue. Et puis, on a un peu plus d'un cinquième de la population qui pense que les enfants d'immigrés nés en France ne sont pas vraiment français. Alors, ces chiffres se traduisent également dans des faits. On estime à 1,2 million de personnes le nombre de victimes chaque année d'une atteinte à caractère raciste. Et donc là, on parle d'injures, de menaces, de violences et de discrimination selon les estimations. Par contre, si on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, les chiffres des forces de l'ordre, par exemple en 2022, on avait uniquement 12 600 infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux qui ont été enregistrées. Donc on voit bien qu'on perd un certain nombre de cas là-dedans, entre 1,2 million jusqu'à 12 600. Et en plus, en 2021, on sait que seulement 1328 condamnations ont été prononcées pour infractions à caractère raciste ou commises avec la circonstance aggravante de racisme. Donc on a un petit facteur 1000 qui se balade là-dedans. Pourquoi ça ? Parce qu'on a ce qu'on appelle déjà le chiffre noir, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les actes commis et leur prise en compte par la justice. Parce qu'il y a une complexité à qualifier judiciairement un acte raciste. Ça, c'est notamment dû au fait que parfois les professionnels juridiques et les forces de l'ordre ne sont pas assez formés et sont eux-mêmes et elles-mêmes ignorants des outils juridiques dans le droit antidiscriminatoire. Ce qui fait que même pour un avocat,
il va avoir du mal un petit peu à orienter son client ou sa cliente parce qu'il n'est même pas au fait du droit antidiscriminatoire français. On a également le fait qu'il ne faut jamais sous-estimer la douleur du dépôt de plainte, qui n'est pas un acte anodin, surtout quand on est déjà éprouvé par les actes subis. Et puis, il y a également d'autres raisons, comme la peur des représailles, la honte, la difficulté d'aller devant des policiers et de leur raconter encore une fois ce qui nous est arrivé. Et typiquement, on a une enquête qui a été réalisée sur une période de 3 ans, de 2013 à 2018, qui montrait que seulement 14% des victimes de menaces ou violences physiques racistes avaient formellement porté plainte et seulement 2% des victimes d'injures racistes avaient formellement porté plainte. Et donc, très souvent, quand on nous dit que finalement, il y a uniquement 12 600 infractions à caractère raciste qui ont été enregistrées, il faut faire quand même un petit peu attention parce qu'il y a ce chiffre noir qui peut un petit peu changer l'image que l'on a. Et si l'on parle des discriminations, alors les discriminations, ça consiste en quoi ? Ce n'est pas du tout équivalent au racisme, déjà. Et une discrimination, c'est un traitement inégalitaire basé sur un critère considéré comme illégitime. Donc on peut avoir des discriminations raciales, comme on peut avoir des discriminations de genre, des discriminations dues au handicap ou autres. Et quand on parle de discrimination, on est dans le domaine de l'action, du fait. On ne va pas parler, par exemple, des pensées, des injures, des menaces. Ça ne fait pas partie des discriminations. Quand on parle des discriminations, on est tout le temps dans l'action. Et le fait justement de confondre discrimination et racisme, c'est assez dangereux parce que ça ne laisse pas voir le racisme ordinaire, ça ne laisse pas voir le racisme idéologique, ça ne laisse pas voir les différentes manifestations du racisme, le racisme structurel aussi. Ça ne permet pas de voir non plus les rapports de pouvoir et les logiques de domination dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, si l'on revient aux discriminations en France, les discriminations raciales, il faut déjà noter qu'elles n'ont été reconnues qu'à la fin du XXe siècle. Parce qu'avant, les différences de traitement entre personnes racisées et personnes blanches étaient imputées aux personnes racisées qui n'étaient pas assez performantes. Donc, à partir de la fin du XXe siècle, on a commencé à avoir un droit antidiscriminatoire et petit à petit à comptabiliser le nombre de personnes victimes de discrimination. Et le défenseur des droits, qui récupère donc les saisines et auquel il faut par ailleurs s'adresser dès qu'on a des problèmes de discrimination, donc, le défenseur des droits note que l'emploi demeure en 2022 le premier domaine de discrimination et que le premier critère de discrimination à l'emploi reste ce qu'ils appellent l'origine, donc des discriminations raciales. Et si l'on prend par exemple un testing réalisé par la DARES sur 2 ans, on voit que les candidats d'origine supposée maghrébine reçoivent 32% de rappels en moins que ceux sans ascendance migratoire supposée. Et tout cela, ça se voit sur le taux de chômage et donc la précarité économique et sociale des individus. Donc, sur le taux de chômage des descendants d'immigrés en 2021, il était de 11,6% contre seulement 6,8% pour le reste de la population. Et quand on parle des immigrés, cette fois-ci, eh bien, il était de 13%. 13%, donc contre près de 7% pour les personnes sans ascendance migratoire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces discriminations raciales, elles vont ensuite entraîner également une précarité économique et sociale, et donc des discriminations liées à la catégorie sociale et autres. Et c'est pour cela qu'on parle d'effet de système, c'est-à-dire que le fait d'être racisé va être handicapant du berceau au linceul, en fait. Le fait d'être racisé va percuter votre trajectoire de vie partout, que ce soit dans la scolarisation, que ce soit dans l'université où vous pouvez aller, que ce soit votre situation géographique tout simplement, que ce soit dans le domaine de la santé, parce qu'il faut quand même rappeler que les personnes racisées meurent généralement plus tôt, ne serait-ce qu'à cause de maladies cardiovasculaires, parce qu'elles subissent plus de stress, plus d'anxiété, qu'il y a une moins bonne prise en charge par les professionnels de santé des personnes racisées. En fait, ça vous surexpose évidemment
au contrôle policier, à des relations dégradées avec les forces de l'ordre. Et en fait, rappeler tous ces chiffres-là, ça permet également de montrer qu'il ne faut pas attendre quelque part des manifestations spectaculaires du racisme pour se rendre compte que le racisme existe. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort ou bien qu'il y ait une attaque qu'on peut véritablement qualifier de raciste et il ne peut pas y avoir de doute dessus pour considérer que le racisme existe. Le racisme existe dans la vie de millions de personnes tous les jours. Et c'est ce qui est... voilà, c'est ce qui fait qu'on parle de racisme structurel ou de racisme systémique. Mais cela dit, les personnes racisées ne sont pas que des victimes. Les personnes racisées sont également des sujets sociaux, sont également des sujets politiques qui ont combattu depuis que le racisme existe pour leurs droits, pour la fin des oppressions, pour la fin de leur domination. Et c'est pour cela que Daniel va vous parler d'antiracisme. Alors, comme je le disais, pour nous, cette analyse et le fait de s'appuyer sur les travaux des chercheurs, mais aussi des institutions comme la Commission nationale consultative des droits humains, comme la défenseur des droits, c'est essentiel. Et je pense que c'est aussi... justement, ces travaux, ça a été aussi le produit de mobilisation et de lutte à différents niveaux pour que ce soit de plus en plus pris en compte. Tout cela vise pas simplement à s'éclairer individuellement et à comprendre le fonctionnement du système, mais à se donner aussi les outils pour combattre ce qui est pour nous un phénomène humainement, individuellement et collectivement délétère, mortifère. Et c'est pour ça que pour nous, l'antiracisme, c'est pas simplement une disposition humaniste, ça l'est, c'est notre considération de qui sommes-nous comme êtres humains et nous considérons que nous sommes des êtres humains semblables dans les besoins et donc semblables dans les droits et la dignité que nous avons chacun et chacune et nous devons à chacun et chacune. Mais également, c'est une nécessité politique parce que l'intérêt d'un point de vue systémique du racisme, c'est pas comme, y compris on a pu souvent et peut-être même encore notamment à gauche considérer le racisme comme une diversion, une manière en fait de occuper à autre chose que ce qui serait la question centrale, la lutte des classes, pour citer l'exemple qui est souvent utilisé et qu'on retrouve encore, y compris dans nos expressions usuelles, quand il y a une stratégie du gouvernement, que ce soit sur l'abaya, sur le voile, le burkini ou je ne sais trop quoi. Et souvent, on a le réflexe de dire, bon, il y a un effet de diversion pour ne pas parler de la rentrée sociale, etc. Il y a un effet de ce type-là. Mais je pense que à la France Insoumise, on pense aussi qu'il faut envisager d'un point de vue en fait, de prendre le racisme au sérieux. C'est un objectif pas juste de diversion, parce qu'en fait, la diversion, d'une certaine manière, ça atténue la réalité de ce que c'est en fait pour les personnes concernées. C'est pas une diversion pour les personnes qui subissent, comme ça a été dit, au quotidien, dans leur chair, dans leur esprit, dans leur santé mentale, dans leur existence, le racisme. Ce n'est pas une diversion. Et déjà, ne serait-ce que pour ça, cette analyse est limitée et réductrice. Mais surtout, c'est que le racisme, de notre point de vue, ça a un objectif politique de division de celles et ceux qui ont l'intérêt à être unis, de division pour permettre, pour justifier l'exploitation ou la surexploitation d'une partie, pour mettre en concurrence les uns avec les autres, y compris que ça va dans la hiérarchie raciale développée de manière même très minutieuse, justement par les scientifiques racistes, avec une caractérisation, une hiérarchie qui permet, y compris, de mettre en concurrence les racisés les uns entre les autres et de perpétuer. Et ça aussi, c'est un produit, la hiérarchisation et la mise en concurrence. C'est aussi aujourd'hui toujours utilisé
et un facteur de division et d'affaiblissement de notre lutte. C'est un facteur de division, donc je ne reviens pas, et je pense que on pourra en discuter dans nos luttes. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que ce n'est pas juste un facteur de division pour nous, c'est surtout un facteur d'unification pour les dominants. Parce que le racisme a aussi cet effet-là. C'est un lien idéologique autour desquels les dominants permettent de considérer donc la catégorie, parce que quand on parle des racisés, souvent par facilité de langage, en fait on parle des personnes qui sont dans la position de domination. Mais en fait, le processus de racialisation racise tout le monde. C'est-à-dire que comme il y a des noirs, il y a des blancs. Et en fait, les blancs comme catégorie, en fait, qui n'a rien à voir avec la couleur en vérité, puisque personne n'est blanc comme personne n'est noir. Mais en fait, les blancs sont une catégorie raciale. Il y a une racisation. Mais cette racisation, elle produit un bénéfice, un privilège qui permet justement de lier, d'unir autour de l'idée de la blanchité, du privilège blanc qui permet de considérer qu'on est toujours mieux que ceux qui sont racisés et dont on justifie la situation de domination par leur couleur de peau, de leur religion et toute la péjoration qu'il y a autour de ça. Et donc c'est cette dynamique-là en fait qui est en jeu qui est notamment, et je pense que ce sera à l'occasion d'un débat et de discussion dans un autre atelier, sur pourquoi c'est, notamment pour l'extrême droite, c'est un élément en fait central de l'idéologie, parce que leur conception du monde, c'est une conception ethno-raciale où le corps social et national et territorial légitime l'est à partir de ces déterminants-là, de la couleur de peau, la religion, etc. Et voilà pourquoi ce n'est pas une question annexe, y compris dans la lutte contre l'extrême droite. La question du racisme, c'est une question centrale. Parce que quand on enlève tout, et on a vu au cours des derniers mois, au final, il ne reste plus que ça, en vérité. Donc voilà, donc, cette dimension-là de considérer comme une stratégie active et passive, mais aussi active de division, qui permet l'exploitation, qui permet la surexploitation, elle a toujours été opposée par les personnes concernées. Je ne vais pas revenir aux histoires, enfin à l'histoire, et y compris aux périodes que j'ai évoquées au XVe siècle, pendant la traite. C'est quand même quelque chose qui est important à rappeler, que les personnes esclavisées, de leur capture jusqu'à leur arrivée sur le sol des Amériques, de leur capture sur le continent africain, se sont toujours révoltées, ont toujours refusé leur domination, et sont les premières acteurs et actrices, ont été les premiers acteurs et actrices de leur propre libération. Mais si on en revient justement à cette antiraciste, qui est une nécessité vitale pour les personnes concernées, une nécessité politique comme je l'ai expliqué, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on peut penser à trois périodes particulières. On insiste là-dessus parce que ça nous apprend aussi, en fait, de quelle stratégie la gauche doit construire en tirant les leçons de ses erreurs ou de ses errements, qui sont aussi, en fait, le produit du fait que, comme pour toutes les formes d'oppression, parce que c'est systémique et structurel, nous ne sommes pas immunisés, entre guillemets. Nous vivons dans le monde et dans la société. Nous sommes le produit de ce monde et de cette société. Et la gauche aussi a été... est aussi perméable aux structures de pensée de domination, comme elle est perméable au sexisme, elle est perméable au racisme. Certains, il y a même des courants de gauche qui ont activement participé, que ce soit sur la question de l'antisémitisme, que ce soit sur la question de la colonisation, qui ont, vous connaissez les formules d'un certain Jules Ferry sur la supériorité des races occidentales et de justifier la colonisation. Donc en fait, c'est une réalité. Donc c'est aussi quelque chose dont on doit tirer les leçons, et c'est pour ça que pour nous c'est essentiel de comprendre et d'analyser de manière politique et pas simplement individuelle et morale et structurelle ce sujet, et d'apprendre aussi des luttes des personnes concernées, parce que c'est aussi en bonne partie elles qui ont permis, en fait, qu'évolue l'analyse et que soit prise en compte la réalité de leurs conditions, leurs revendications. Et
on a en France, donc notamment des années 60 à nos jours, trois grands mouvements de lutte anti-raciste. Dans les années 60-70, on est dans le contexte des guerres d'indépendance et de libération nationale, et c'est ça qui va aussi, sur le territoire hexagonal, développer les luttes des travailleurs colonisés et post-colonisés contre leur surexploitation, les ratonnades, les crimes qui sont commis dans la période. Vous avez l'ouvrage de Rachida Brahim sur les crimes policiers de 70 à 2000 qui sont complètement en fait invisibilisés, dont on n'en a pas parlé, mais qui sont que le recensement, il y a près de 700 crimes, pas crimes policiers, les crimes racistes, excusez-moi, en partie policiers, mais pas que. Donc en fait, là aussi, c'est la référence, le racisme tue. Le racisme, la race tue deux fois. Voilà, c'est ça le titre de l'ouvrage que je vous conseille et qui recense et qui explique le contexte dans lequel ces crimes ont lieu, et donc la résistance des travailleurs du coup immigrés. On a la période dite de la deuxième génération où c'est plus directement les enfants d'immigrés nés en France mais qui sont considérés comme des Français de papier et avec donc notamment emblématique la marche pour l'égalité de 83 qui met au devant de la scène cette nécessité de l'égalité, et c'était la revendication première de ce mouvement, égalité des droits, et par le processus systémique qui veut que c'est devenu la marche des beurs, donc une racialisation en fait d'un mouvement antiraciste pour l'égalité qui parlait de droits économiques, d'emploi, etc., et ramené à l'identité réelle ou supposée des personnes, leur identité ethnique ou religieuse. Là aussi, c'est assez emblématique du processus. On a, je pense, aujourd'hui, des nouveaux mouvements et de nouvelles générations qui affirment la nécessité d'un antiracisme politique, justement, en opposition, et qui s'est construit un peu en opposition avec l'antiracisme dit moral, qui est né de la récupération justement de la marche pour l'égalité et sa dilution justement dans une vision superficielle qui ne s'est pas attaquée aux causes et aux racines. Et qui a porté un certain nombre de combats et remis à l'ordre du jour, se réappropriant à l'ordre du jour la question de l'égalité républicaine en questionnant et en interpellant le dit universalisme qui est un universalisme situé, et en considérant que en fait l'égalité inscrite sur les frontons des mairies était en fait un leurre, puisqu'elle n'était pas une égalité de fait, et que l'universalisme, c'est avant tout l'universalité des droits, et dans une société qui ne reconnaît même pas l'existence de discrimination raciale, on ne peut pas parler de droit universel, et on ne peut pas parler d'une république universaliste, et donc c'est en s'inspirant et en apprenant aussi de ces revendications et de ces mouvements que nous avons à la France Insoumise développé un ensemble de revendications dont on va parler maintenant, et qui constituent l'apport que nous avons également mis au pot commun des cadres d'unité et de coalition, que ce soit de la NUPES et aujourd'hui du nouveau Front populaire, dont on aura l'occasion de discuter du coup samedi, puisque c'est sur ce thème que a lieu la conférence, et donc sur nos propositions insoumises que va vous présenter Iman. Je vais faire vite. Alors, dans l'espace programme, et tout particulièrement dans le groupe thématique antiracisme, nous travaillons à faire des propositions pour les différentes échéances électorales, et nous avons toute une liste de propositions sur le thème de l'antiracisme, donc je vous en citerai quelques-unes.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit antidiscriminatoire n'est pas forcément appliqué, n'est pas connu du personnel juridique ou des forces de l'ordre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le consolider et le rendre plus lisible et accessible, notamment aux victimes elles-mêmes, en réunissant l'ensemble des différentes dispositions dans un code unique, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. On aimerait également généraliser les campagnes de testing, les renforcer, mettre en place des moyens de sanction un peu plus efficaces quand une discrimination est avérée, par exemple dans une entreprise. Et puis, il y a également des dispositions particulières à prendre en compte. Par exemple, pour les voyageuses et les voyageurs, il faut multiplier les aires d'accueil, il faut améliorer leur localisation, il faut garantir l'accès aux besoins alimentaires comme l'accès à l'eau, à l'électricité. Il faut également garantir la scolarisation des enfants par le respect de l'obligation de scolarisation qui est à la charge des communes mais qui n'est pas toujours appliquée. Il y a également des choses qu'on pourrait citer comme accorder le droit de vote des étrangers ne serait-ce qu'aux élections locales. Et là, il faut rappeler que selon le dernier sondage du collectif J'y suis, j'y vote, plus de la moitié de la population française est favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales. Et tous les politiques, en tout cas de droite, sont contre. Ce qui est assez étonnant. Alors, ensuite, on considère qu'il faudrait également instaurer le 4 février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage et de leur lutte, et qu'il ne faudrait pas que ce soit uniquement des jours fériés dans la France ultramarine. Parce que ce n'est pas uniquement l'histoire de la France ultramarine, c'est l'histoire de la France. Et si on considère que la France est une et indivisible, eh bien, c'est l'histoire de la France une et indivisible. Et donc, les jours fériés devraient être communs. Il faut également reconnaître la responsabilité de la préfecture de police dans le massacre des Algériennes et Algériens du 17 octobre 1961. En fait, il faudrait sortir de cette amnésie collective. Ce n'est pas pour culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il faut tout d'abord rendre hommage aux victimes. Il faut aussi rendre hommage quelque part aux héros qui ont lutté pour leur libération, notamment des conditions de vie en esclavage ou autre. Il faut comprendre la situation actuelle qui est un résultat de l'histoire, et donc sans se souvenir de l'histoire, on ne peut pas comprendre pourquoi on a toutes ces discriminations, on ne peut pas comprendre la situation actuelle. Il ne faut pas répéter l'histoire, et pour ça il faut se souvenir de l'histoire. Et tout cela, ça permettrait de reconnaître en fait notre histoire plurielle où tout un chacun est représenté. Et on a beaucoup d'autres propositions. Et si vous voulez faire partie de ce travail programmatique, et je finirai par ça, vous pouvez rejoindre le groupe thématique antiraciste en me contactant. Voilà.